Monsieur Noton, bonjour, bienvenue. Bonjour Merlin, bonjour à tous les auditeurs de la CRTV. C'est la télévision, les téléspectateurs, ils vous regardent. Je veux dire. Bon, ça trahit que vous êtes habitué bonjour de aussi, beaucoup de monsieur le radio. directeur général de la Dongo. CRTV, Charles Dongo. Merci d'être là. C'est un plaisir qui est partagé. Avec nos téléspectateurs, ce matin, on va reparler. Vous étiez déjà sur ce plateau pour parler de ce concept cité intelligente. On revient parce qu'il y a plusieurs avancées. Il est question de faire comprendre à toutes les populations du Cameroun qu'on peut développer mieux notre pays, mieux les villes du Cameroun, parfois en recyclant plusieurs objets, mais en faisant de nos cités une cité intelligente. Avec les images, on aura l'occasion de regarder. Mais toutes ces personnes qui nous regardent à présent, pour ces personnes qui découvrent ou vous découvrent à présent, comment on définit la cité intelligente? La cité intelligente, simplement, c'est une cité qui est conceptualisée, qui est conçue, prenant en compte nos différents paradigmes, nos réalités socio-anthropologiques, nos réalités ontologiques et notre savoir, notre environnement. Ce n'est pas un modèle de cité qu'on va penser à l'Occident ou en Asie pour venir nous l'imposer, non. C'est quelque chose qui est cadré suivant notre structure mentale, suivant l'ensemble des paradigmes auxquels nous sommes assujettis. C'est notre cité. Vous voyez, aujourd'hui dans la ville, quelqu'un mange à bord de sa grosse voiture, il jette la boîte dans la rue, ainsi de suite. Parce que la cité ne l'intéresse pas. Ce n'est pas sa propriété. Il ne s'identifie pas dans les modèles qui nous ont été imposés. Donc la cité intelligente est d'abord, qui doit partir sur le plan de la conceptualisation. Alors, quand ensuite, on se pose ce matin, quand on regarde cette image à l'écran, on se demande, c'est réalisable? Mais parfois, les gens me posent des questions. À quoi sert l'université? À quoi sert la recherche? Nous sommes là pour penser, pour anticiper, mettre des choses qu'on va mettre en œuvre. C'est ça l'objet de la recherche. Mais cette cité, telle que vous la voyez, est entièrement autonome. Elle est entièrement dotée d'un ensemble de processus où... pourquoi est-ce qu'elle est dite intelligente? C'est parce que les déchets, les eaux usées, l'énergie, tout est autonome. On peut ne pas dépendre des différents systèmes d'adduction. Et c'est une cité aussi qui est connectée. Donc, qui a pris en compte la science, la technique, la technologie, nos us et coutumes, pour une vie où la qualité de la vie est respectée et elle s'améliore, où on préserve les générations à venir. La question, par exemple, de la faune, de la biodiversité est prise en compte. Alors, Monsieur Noton, Monsieur Kenye Noton, tout récemment, on a une réunion interministérielle sur le sujet, présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur. On peut savoir quelques résolutions en ce qui concerne ces cités universitaires, comment elle sera véritablement implémentée. C'est vrai qu'on parle déjà de l'implémentation. Quelques résolutions? Disons déjà que le premier modèle de la cité intelligente camerounaise sera implanté du côté de Nkolfolo et sera nommé Alme Beno City. Voilà. Ça, c'est la première résolution. La deuxième résolution, on a fait l'état d'avancement des travaux préparatoires de la formation des acteurs. Parce qu'il est question simplement de transmettre au niveau des communes l'ensemble des outils, l'ensemble des résultats à la recherche, des innovations qui sont mises au point pour permettre à nos cités de basculer dans le modèle intelligent. Je prends un exemple très simple. Ouais. Les ordures aujourd'hui qu'on va enterrer en Nkolfolo sont une opportunité industrielle de création d'emplois, de création d'entreprises et de création de richesses. Ça se fait sous d'autres cieux. Par exemple, nous produisons des bot blocks, c'est-à-dire que ce sont des blocs à partir des bouteilles qu'on peut utiliser dans les aménagements, dans l'assainissement, dans la construction. Voilà une opportunité. Justement, on a eu l'occasion de voir ces quelques images à l'antenne, des bouteilles plastiques qui pourraient servir de construction des maisons, au même titre que les parpaings aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Et ce sont je vais dire, c'est vrai, ces technologies existent déjà, mais nous les avons améliorées au niveau de l'université agricole. Et ces boîtes ont plusieurs propriétés que nous allons démontrer dans le cadre des conférences scientifiques dans les tout prochains jours. C'est pas pour rien qu'il est dit matériaux intelligents et non matériaux classiques et non matériaux conventionnels. On a mis il y a quand même, la recherche a avancé, il y a plusieurs innovations que nous avons mis en place. Et rien que la production de ces bouteilles peuvent aujourd'hui, dans la ville de Yaoundé, créer au moins 2 à 3 000 emplois. Nous sommes actuellement en train de mener des démarches au niveau du FECOM, au niveau des communes, pour trouver un espace pour réaliser une maison éco-indienne à partir des board blocks.
Il y a aussi les tire blocks, c'est-à-dire les roues usagées, qu'on devrait aussi donner une seconde vie. Utiliser les roues dans la construction. Dans la construction, dans les travaux d'aménagement urbain, par exemple, comme faire des pots de fleurs, tels que je vois des mairies qui utilisent des blocs en ciment, mais une fois que la voiture vient cogner, ça détruit. Or, à travers les roues, il y a les phénomènes d'amortissement des chocs, il y a des phénomènes mécaniques, les phénomènes physiques qui sont parfaitement maîtrisés avec ces technologies développées à l'université agricole qui aujourd'hui devraient servir énormément à la cité. Nous avons encore plusieurs autres applications. Si je prends le cas de l'agriculture intelligente, aujourd'hui on peut avoir l'agriculture verticale, on peut avoir l'agriculture horizontale, l'agriculture photométrique. Toutes ces personnes qui nous regardent, aujourd'hui on a plusieurs personnes qui vivent dans des immeubles. On peut aujourd'hui faire l'agriculture même étant dans un immeuble. Bien entendu, il y a bien ce qu'on appelle l'agriculture verticale, c'est-à-dire on utilise le pan des murs. L'agriculture en hauteur, c'est-à-dire que le toit des immeubles peut aujourd'hui devenir des espaces... On peut cultiver du piment. Du piment, on peut tout cultiver, oui, on peut tout cultiver. Nous avons développé des sciences, des techniques, des matériaux qui permettent de créer des terreaux adaptés à chaque niveau, c'est extraordinaire. Et dans les maisons dites éco-intelligentes, les eaux de chasse sont recyclées et réutilisées, soit à des fins agricoles ou à des fins domestiques. Et il y a tellement de choses qui sont faisables. Tout récemment, sur les réseaux sociaux, on parlait de ce jeune homme qui a réussi aujourd'hui à travers les eaux de chasse, principalement les excréments, à utiliser pour produire du gaz domestique. Le biogaz, ça se fait, mais c'est intégré dans les maisons dites éco-intelligentes. Ce sont des maisons autonomes où vous n'avez plus besoin. Vous pouvez ne pas vous connecter aux multiples systèmes d'adduction en énergie, en eau, en gaz et tout, et générer quelque chose d'autonome. Et je voudrais aller plus loin en attirant votre attention que la cité intelligente implémente les 17 objectifs de développement et les 5 piliers de l'agriculture durable selon la FAO. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à un développement exponentiel des villes, ce qui veut dire que dans 20-30 ans, les problèmes de crise alimentaire seront récurrents. Alors, il faudrait déjà anticiper aujourd'hui en permettant aux villes de développer cette forme d'agriculture qui déjà aujourd'hui arrive dans des pays insulaires comme Singapour, Macao, Hong Kong, les îles Maldives, même le Japon. Alors, nous ne réinventons pas la roue. Ce sont des choses qui existent déjà sous d'autres cieux qu'il faut simplement capitaliser chez nous. Puisque les gens nous disent les métiers d'agriculture, il faut aller en campagne. On leur dit aujourd'hui, la campagne est largement dépassée. On le fait en ville. On le fait en ville. À l'université agricole, nous avons nos challenges. Nous avons déjà rendu la citronnelle industrielle. Nous avons rendu la Los Vera industrielle et bien d'autres petites cultures qu'on voit qui habituellement étaient à titre ornemental. Ça se fait déjà et les enfants sont déjà en train de s'investir autour des maisons. Nous créons des espaces agricoles. Regardez un peu à l'antenne, on va revenir sur cette image qui vient juste de passer. On voit, c'est quasiment des élobis. Hein. Si on va revenir sur l'image, on va demander à la réalisation de revenir sur l'image précédente. Quand on regarde ces images où nos villes, c'est une image de nos villes qui ne nous honore pas. Et on souhaiterait revenir sur l'image qu'on vient de voir où tout est beau. Le changement peut se faire même des belles images. Est-ce qu'il faut changer les mentalités? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer paradigme ce paradigme? Quand je regarde par exemple les élobis de Mokolo, on aimerait aujourd'hui voir une autre image, par exemple. On ne parle plus de Mokolo Elobi, mais regarde, avoir une autre image. Le changement se perd comment? Est-ce qu'il faut changer les mentalités? Qu'est-ce qu'il faut faire véritablement de manière concrète? De manière concrète, dans le cadre de la cité intelligente, il y a le premier segment des activités, c'est l'entrepreneuriat intelligent. Il faut revoir la structure mentale des habitants de la cité. Il faut la formater. Est-ce qu'il faut marcher avec un bâton? Non, ce n'est pas avec le bâton, Il faut simplement incruster un nouveau logiciel. C'est-à-dire qu'il faut former des gens à l'utilisation comment dirais-je, à la vie dans la cité. Comment on forme les masses? Parce que ça concerne principalement la population. Non, mais est-ce qu'il faut former des personnes qui iront sur le terrain véhiculer le message? Dans le cas de l'approche dite intelligente, on va créer des entreprises dont le rôle seront celles de convertir les populations en véritables populations intelligentes. Ce sont des segments d'activité qui sont bel et bien prévus dans la recherche. La cité intelligente, en fait, regroupe 6 grands segments d'activité.
Le premier segment, c'est l'entrepreneuriat intelligent qui doit d'abord développer une ressource humaine de qualité pour que les habitants ne soient plus passifs, mais ils soient des acteurs de la construction de la ville, chacun à son niveau en ce qui le concerne. Le deuxième segment consiste à celui de la conceptualisation et la conception. Il faudrait mettre en place des modèles dans lesquels les populations se reconnaissent. Donc, il faudrait aller réaménager et lobby tel que vous le dites en prenant en compte les désirata des populations. Le troisième segment, maintenant, c'est celui de la production des matériaux intelligents. L'ensemble des choses que nous avons autour de nous peuvent être utilisés. Les bouteilles, les roues, la terre, les boues, le sable, tous ces éléments pour ne plus polluer l'environnement. En troisième segment, nous avons les réalisations. Il y a même la manière de faire des aménagements, les constructions, les assainissements doivent tenir compte de l'approche intelligente pour que les populations s'en approprient une fois qu'on a terminé. Cinquième segment, c'est l'agriculture dite intelligente. Et vous voyez qu'ici, la haute technologie n'intervient qu'au sixième segment. Et le dernier. Or, aujourd'hui, dans le modèle qui vient de l'Occident, on met les hautes technologies devant, on oublie tous les autres segments. Conséquence, la qualité de la vie continue à se dégrader dans nos villes parce qu'on a malgré le développement, malgré on a des constructions anarchiques. On a le mode de vie qui laisse à désirer, la gouvernance elle-même laisse à désirer et tout. Or, dans une approche intelligente, on amène chaque habitant de la cité à être actrice, à participer à cette activité. Ce n'est plus la seule affaire de monsieur le maire, ou la seule affaire du ministère de la ville, ou la seule affaire de l'État. C'est l'affaire de tout le monde. Parce que les mentalités débutent depuis la maison. D'accord. Alors, peut-être c'était pour réaliser définitivement ce projet, les partenaires, le financement, ça va sortir où? C'est la principale question qu'on pose chaque fois. Je dois dire que nous avons un programme à l'université, programme innovation pédagogique, académique et universitaire. Nous avons développé un type d'ingénierie où nous disons, chaque fois qu'on va dépendre des financements extérieurs, nous allons échouer. Parce que les partenaires extérieurs viennent financer leurs intérêts et non notre développement. Il faut qu'on soit clair. Je suis parfois gêné que les questions de développement sont traitées sans qu'on ne prenne en compte la géopolitique, la géostratégie et même la doctrine nationale en matière de développement. Ce qui veut dire que nous avons développé ce que nous appelons la socionomie. C'est une ingénierie locale qui permet de mobiliser les financements en interne. Il y a d'abord un pan d'association qui doit être endogène. C'est quoi? On demande à chacun de contribuer? Il existe plusieurs formes de financement. On voudrait savoir de manière concrète. Par exemple, au cours de la dernière réunion interministérielle où nous étions, Camtel a dit « Nous viendrons dans la cité pour les problèmes de connectivité ». On a un problème de financement avec Camtel. On a créé une réunion. Le ministère des petites et moyennes entreprises a déjà désigné M. Essono pour dire « Prends en compte cette question d'entrepreneuriat ». C'est une forme de financement. Le FECOM, déjà, nous demande de venir pour qu'on ait une convention pour accompagner les mairies dans la migration, dans le concept de cité intelligente. Voilà des formes de financement, n'est pas toujours de l'argent. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut convertir, qu'on peut amener. Et maintenant, les populations, elles-mêmes, parfois, ont des ressources qu'on peut mobiliser. Il y a des formes d'épargne. Donc, on est en train de mettre en place un dispositif qui voudrait que, de manière logique, on arrive à autofinancer nos cités. Parce que la Chine, pour se développer, n'a pas eu besoin des emprunts extérieurs. Elle a créé elle-même sa finance, elle s'est développée et aujourd'hui, elle donne de l'argent au monde entier. Donc, il faut qu'on ait nos propres modèles. Et ici, demande que toutes les questions de loi doivent placer les universitaires au cœur du dispositif. Que les chercheurs donnent ce qu'ils pensent et en fait, maintenant, les politiques doivent pouvoir les intégrer en termes de prise de décision. Dans tous les pays au monde, les pays dits développés, les universités occupent des places centrales dans la recherche des solutions. Et surtout lorsque les enjeux sont hautement stratégiques. Ça peut être des questions stratégiques de défense, des questions stratégiques économiques ou même sociales. Parce que chaque État ne nourrit que l'ambition de rayonner et d'influencer les relations internationales. Il y a d'autres pans, par exemple, de la cité intelligente ici, que je ne pourrais jamais évoquer sur la place publique, parce que ça relève des enjeux purement nationaux et en temps opportun, avec qui de droit on assure. Parce que le Cameroun aussi a besoin de s'affirmer sur le plan international et de rayonner. Vous parlez tout à l'heure de cette formation du côté de l'université agricole pour ces personnes qui devront jouer un rôle majeur dans le cadre de la cité universitaire, une cité intelligente. Oui, je voudrais déjà dans un premier temps signaler que j'ai pris part la semaine dernière à une conférence organisée par le BNUD sur la cité intelligente. Même les experts parfois peinent à définir ce concept parce qu'on ne fait que la ramener sur le plan technologique.
Or, Smart City, ce sont des cités technologiques, ce sont des cités à intelligence artificielle. Nous, à l'université agricole, pour ce qui nous concerne, nous parlons de la cité intelligente, option intelligence humaine appliquée, dont l'homme est au cœur du dispositif. Alors, pour ce qui est de la formation, il sera question de, comment dirais-je, d'amplifier l'implémentation qui a déjà débuté aux universités agricoles, de permettre que les acteurs de nos cités puissent s'en approprier pour que chacun, en ce qui le concerne, commence à l'implémenter. Dans le séminaire qui était prévu pour le mois de septembre, d'un commun accord avec les partenaires, parce que certains n'étaient pas déjà à jour, ont plutôt sollicité que ce soit reporté du 8 au 18 novembre, et qu'on ait une seconde réunion d'évaluation le 23 septembre pour que tous les partenaires soient à niveau. Et ça aussi, c'est pour traiter les questions de financement qui doivent être plutôt endogènes, parce qu'il faut trouver des solutions à nos problèmes domestiques. Je ne peux pas avoir un problème au Cameroun et aller demander à la France de venir me trouver la solution. Je ne peux pas aller demander aux États-Unis de m'aider à trouver les solutions de ma maison. Je dois trouver des solutions. Maintenant, aller vers la France maintenant pour d'autres préoccupations. Pour d'autres préoccupations. Donc, il est question pour nous de faire un changement de paradigme. Mais le gros du problème ici consiste à comment dirais-je, à toucher de la structure mentale du citoyen pour qu'on comprenne que des choses que les autres font, c'est aussi à notre portée. On peut aussi le faire chez nous. Nous pouvons le faire et nous devons même le faire. Alors justement, M. Kenyenoton, on s'achemine vers la fin de cet entretien. Si jamais tout marche bien, combien de temps pour que tout change? Combien de temps? Si jamais les choses marchent bien dans l'implémentation et tout le reste, combien de temps pour que le visage de nos villes change véritablement? Si les maires s'engagent, dans 5 ans, les villes camerounaises seront méconnaissables. On créera au moins 2 à 3 millions d'emplois. Un appel à tous les maires? J'ai dit, au cas où ça, je sais de quoi je parle. Si les maires du Cameroun, les exécutifs, joignent leur voix à celle du gouvernement et à l'université agricole, pour qu'on commence à faire ce travail, nous allons créer au moins 2 millions d'emplois pour les Camerounais. Et le visage des villes camerounaises changera radicalement, sera méconnaissable. Et on n'aura pas plus de villes méconnaissables, mais on a des villes avec des entités implémentées par nos cultures. Regardez un peu les formes architecturales. Quand vous regardez une ville japonaise, vous savez que ça c'est du Japon. Mais à quoi ressemblent les villes camerounaises? C'est comme si l'Afrique n'a pas d'architecture, mais je suis désolé. Chaque aire culturelle a une architecture. Chaque aire culturelle a des sciences et des techniques qui lui sont propres. On pourrait dorénavant dire la ville de Bertois aurait une allure. Ceci, ainsi de suite, et avoir une caractéristique de manière globale. Jules Leya Kenyenoton, enseignant-chercheur, secrétaire général à l'Université agricole des métiers de la production, Université agricole des managements des métiers de la production. Merci d'être passé. On espère très prochainement vous avoir encore dans ce studio pour reparler de ce sujet ô combien intéressant pour nos populations et pour le Cameroun. Merci d'être passé. Je pense que prochainement, nous parlerons de l'entrepreneuriat intelligent et des nouveaux métiers. Parce qu'il faut trouver de l'emploi à tous ces milliers de jeunes qui aujourd'hui sont errants dans nos villes alors qu'il y a trop à faire. Merci.